Bonjour, je suis Virginie Grousset. Bienvenue au webinaire organisé par l'Association des sociétés de recherche sous contrat et France Innovation. BPI France vous présentera aujourd'hui les différents appels à projets en cours et à venir. Donc c'est Delphine Mur et Laura Sevestre qui animeront ce webinaire. Les slides qui vont vous être présentés vous seront envoyés ainsi que le lien vers le replay de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions aux intervenantes via le module de questions qui est à votre disposition. Je les poserai à la fin de leur présentation. Je vais donc passer la parole à Delphine. Je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Virginie. Donc, je me présente, je suis Delphine Mur, chargée de développement à la direction de l'expertise et des programmes, avec ma collègue Laura Sevestre également, pour vous faire un rapide point de vue sur notre direction. On fait partie de la direction de l'innovation qui est basée à Paris, qui gère des appels à projets plutôt nationaux d'aide à l'innovation. On se distingue du réseau sur ces outils. Le réseau a aussi des chargés d'affaires innovation qui vont s'occuper de vous. Normalement, c'est plutôt les premiers points de contact. La proximité, c'est une des valeurs d'ailleurs de BPI France. Donc, vous vous adressez à votre direction régionale et à votre chargé d'affaires qui a notamment des outils pour tous les stades de maturité de vos projets. On suit, c'est cette optique de continuum de financement que l'on essaie de suivre en fonction du stade de maturité des projets mais également de l'entreprise et de ses besoins. On a différents outils qui seront proposés. Chez nous, du coup, à la direction de l'expertise, nous pilotons des appels à projets nationaux en lien avec les ministères. Et aujourd'hui, on va vous en présenter quelques-uns. Alors, la liste n'est pas exhaustive parce que courant 2020, il y en aura d'autres. Mais pour l'instant, on n'a pas suffisamment de visibilité pour pouvoir tout vous présenter. Donc, on va aujourd'hui vous présenter du coup le concours d'innovation e-Lab, le concours d'innovation Innove, le PSPC, qui sont des projets collaboratifs, et ATF pour les plateformes d'accélération vers l'industrie du futur. Voilà, tout d'abord, pour commencer sur le concours e-Lab, vous devez sans doute le connaître. Nous sommes cette année sur la 22e édition du concours qui a été lancé le 3 décembre et qui clôture le 12 février. Ce programme, cet appel à projet vise à financer, à apporter une aide financière et un accompagnement spécifique sur des projets de création d'entreprises de technologies innovantes en soutenant les meilleurs projets. Et cet appel à projet est multithématique, comme vous pouvez voir. Il y a donc des thématiques numériques, biotech, matériaux, écotech, c'est très large. En revanche, il y a quelques conditions d'éligibilité à avoir, dont je vais parler juste après. Donc, en ce qui concerne les projets attendus et les modalités de financement, on est sur des projets, sur des dépenses des dépenses éligibles de conception, de définition des projets, de la propriété intellectuelle, de l'étude de marché, de la faisabilité. Voilà, c'est tous ces types de dépenses qui peuvent être prises en charge et financées dans le cadre du concours e-Lab. Vous pouvez présenter au maximum 600 000 € d'assiette sur votre projet. Donc, on parle du budget global du projet. Ce sera financé du coup soit sur le budget du Mestri, soit sur le F2I qui est dans le cadre de la Deep Tech. On prend en charge du coup le taux maximum d'intervention qui est pris sur ces dépenses sera de 60%. Il faut aussi avoir une entreprise qui est créée depuis moins de 2 ans ou alors être en cours de création. Voilà, passer 2 ans, vous avez dépassé le stade de maturité, vous n'êtes plus dans la cible éligible du concours e-Lab. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez d'autres outils qui seront à disposition dont on parlera juste après.
Également, la modalité le type d'aide qui sera apporté pour le concours e-Lab sera en totalité en subvention. Donc, ce qui est très intéressant sur le concours e-Lab, c'est que on peut aller jusqu'à à peu près 400 000 euros d'aide en subvention, en 100% subvention. Il n'y a pas d'avance récupérable qui est mise sur cette aide. Vous n'avez pas besoin de la rembourser. Et quand on est une entreprise en création, c'est quand même très, très intéressant. Voilà, et enfin, les versements, donc généralement, ça se fait la première tranche 70% maximum. Il peut y avoir 1 ou 2 versements intermédiaires. Il y aura toujours un solde à 20% minimum. Pour les critères de sélection, il faut du coup présenter un projet avec un fort caractère innovant et de technologie. Il faut présenter également une preuve de concept qui soit établie pour pouvoir crédibiliser aussi son projet et montrer que voilà, il y a déjà une preuve de concept qui a fonctionné et que du coup vous avancez dans votre projet. Il faut les projets seront jugés aussi sur l'équipe, donc la motivation, la disponibilité, la capacité du candidat à créer et à développer une entreprise, la maîtrise de la propriété intellectuelle, la visibilité économique du projet et le potentiel significatif de développement et de création de valeur. Donc on est vraiment sur un concours assez élitiste quand même. Il y a beaucoup de projets qui sont déposés toutes les années. Et ce sont donc les meilleurs projets qui ressortiront chaque année. Nous vous joignons du coup le dossier de candidature. Pour cela, il faut que vous prépariez un dossier de candidature avec une présentation du projet sous format Word, 25 pages à peu près, une annexe financière. Il faut faire une vidéo de 90 secondes. Et vous avez également des documents administratifs pour le porteur, type CABIS, RIB, liasse fiscale. Il faut aussi présenter des prévisions économiques, un plan de financement que vous allez déposer sur l'extranet des projets collaboratifs dont vous avez le lien sur la présentation. Et tout ça, vous le déposez avant le 12 février. Vous avez ici les contacts des personnes qui sont en charge du concours e-Lab. N'hésitez pas à contacter Franck Bernard ou Scarlett Subotin qui pourront répondre à vos questions, bien entendu, d'ici la clôture de l'appel à projet. On va passer maintenant au concours d'innovation Innove qui fait la suite du concours e-Lab. Je vais passer la parole à ma collègue Laura. Bonjour, donc Laura Sevestre, je suis en charge du concours Innove, donc anciennement concours d'innovation croissance. Donc je vais passer une rapide présentation du concours. Donc tout d'abord, le concours, il vise à soutenir des projets innovants portés par des PME. Donc c'est des projets monopartenaires. Là, on a un rapide historique du concours. En fait, il y a déjà eu 4 vagues du concours avec plusieurs lauréats. Et là, la prochaine vague qui s'annonce, c'est la vague numéro 5 qui débutera le 7 février prochain et se clôturera le 12 mai 2020. Donc, la particularité du concours, c'est qu'il fonctionne avec des thématiques. C'est-à-dire que en fait, les projets qui seront déposés, qui candidatent au concours, doivent bien répondre à ces 5 thématiques. Donc pour la vague numéro 5, on a des thématiques qui sont pas encore tout à fait définitives, mais en tout cas, on a les grands thèmes qui sont sortis dès à présent. Donc c'est numérique deep tech, santé, situation d'urgence, alimentation pour la santé, French Fab, donc tout ce qui est amélioration des processus de fabrication, et cybersécurité. Donc là, il faut bien prendre en compte ces thématiques pour être sûr que le projet innovant rentre bien dans les cases du cahier des charges du concours. Après, sur les projets attendus, donc comme je l'ai dit, c'est des projets monopartenaires portés par des PME. En fait, les entreprises seront requalifiées en tant que petite entreprise ou moyenne entreprise et en fonction de cela, le taux d'aide au financement sera défini, donc 45% pour les petites entreprises, 35% des dépenses éligibles pour les moyennes entreprises. La durée des projets doit donc être comprise de 12 à 36 mois.
Et ensuite, vous avez une qualification de la taille des projets en fonction du montant déposé. Donc, entre 600 000 et 1 million, on est sur des petits projets. Et à partir de 1 million, on est sur des gros projets. Et donc, on verra par la suite qu'après, le processus de sélection diffère en fonction de la taille des projets. Ensuite, sur les dépenses éligibles, donc ça correspond à peu près aux mêmes dépenses que pour e-lab, excepté qu'on n'a pas tout ce qui est études cliniques, puisqu'on n'est pas sur exactement le même type de projet innovant. Mais autrement, vous avez tous les salaires de personnel qui sont éligibles, des frais connexes. On a également de la sous-traitance qui est possible, mais à une hauteur maximale de 30%. On peut également contribuer aux amortissements et enfin, tout ce qui est achats et consommables sont également éligibles au concours. Sur la partie financement, là, on n'est pas sur de la subvention à 100%. Ça va être plutôt 2 tiers de subvention et un tiers d'avance récupérable. Donc, ça veut dire que quand vous construisez votre modèle économique, il faut bien prendre en compte l'avance récupérable qui sera à rembourser au terme du projet. Sur les versements, on est sur les mêmes modalités que pour e-lab, avec une première tranche possible et 1 ou 2 versements intermédiaires. Une particularité pour les gros projets, lorsqu'il y a un succès du projet, l'avance récupérable doit être remboursée avec en plus un intéressement qui sera reversé à l'État. Ensuite, sur les critères de sélection, donc le jury qui sélectionne les projets pour le concours sera particulièrement attentif au caractère innovant du projet. Donc, quand on dit caractère innovant, on entend le degré de rupture en termes d'innovation technologique ou non technologique d'ailleurs. Et donc, en fait, il faut démontrer le caractère innovant par rapport à l'état de l'art international. Donc ça, c'est vraiment important. Le jury est très attentif à ce caractère-là du projet. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit degré de rupture. Il faut être également pertinent par rapport aux thématiques du concours, donc ont été présentées plus en amont. La maturité également du projet. Le jury est également attentif à la capacité du porteur à porter le projet, donc démontrer qu'il y a bien une capacité opérationnelle et financière de l'entreprise, de la structure à porter le projet et à le mener jusqu'à son terme. Et on a également l'impact économique du projet est également regardé. Donc en fait, il faut démontrer la qualité et la robustesse du modèle économique et du plan d'affaires. Démontrer également la présence d'un marché. Et enfin, si possible, démontrer les retombées sur les externalités socio-économiques du projet. Vous avez également un critère d'éco-conditionnalité qui est à remplir. Et enfin, vous avez la possibilité d'être labellisé par un pôle de compétitivité. Donc, c'est vraiment une option, c'est-à-dire que les projets qui ne sont pas labellisés sont quand même éligibles au concours, mais ça va apporter un petit bonus pour les projets qui seront labellisés. Donc, concernant le dossier de candidature, on est sur un dossier de candidature classique comme tous les appels à projets que vous verrez, avec une présentation du projet sous format Word, une présentation du projet sous format PowerPoint, une annexe financière, un résumé qui vous est demandé pour une communication publique, la lettre de labellisation si elle est réalisée, et puis ensuite des documents plus administratifs sur la structure et le projet. Donc, concernant le concours, il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué en amont. En fait, le concours est opéré à la fois par BPI France et l'ADEME. Donc, BPI France pour les thématiques que j'ai évoquées précédemment et l'ADEME sur des thématiques plus tournées autour de la transition écologique, de l'agriculture durable. Donc, en fonction des thématiques qui sont présentées, vous devez déposer votre dossier soit sur l'extranet de BPI France ou sur l'extranet de l'ADEME.
Ensuite, donc, concernant le processus de sélection, il se fait en une phase pour les petits projets. C'est-à-dire qu'une fois que les projets sont déposés sur l'extranet, ils sont d'abord étudiés en interne. Il y a d'abord une présélection qui est faite des dossiers. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a des auditions qui sont réalisées. À la fin de ces auditions, les petits projets savent s'ils sont lauréats ou non du concours. Pour les gros projets, donc on repart toujours sur une présélection après le dépôt du dossier sur l'extranet. Ensuite, on a également une audition. Et ensuite, pour les gros projets, donc à la suite de cette audition, ils entrent ou non en instruction approfondie. Cette instruction approfondie, elle dure environ 1 mois et demi. Et c'est à la fin de l'instruction approfondie, il y a une troisième sélection qui est faite pour savoir si le projet est finalement lauréat du concours ou non. Donc, il faut bien avoir en tête ce processus, c'est-à-dire que pour la vague 5 du concours, donc qui ouvre le 7 février, on a déjà la semaine du 29 juin qui est bloquée pour les auditions. Donc ça, il faut déjà l'avoir en tête parce que les projets qui seront présélectionnés devront impérativement, enfin s'ils souhaitent toujours candidater au concours, se présenter sur cette semaine-là pour une audition. Donc ça, c'est important d'avoir à avoir en tête. Concernant le processus pour les thématiques de l'ADEME, c'est le même. On a une présélection, audition et ensuite sélection pour les petits projets ou instruction approfondie pour les gros projets. Et enfin, donc, vous avez la phase de conventionnement qui est directement réalisée avec BPI France ou l'ADEME, s'il y a sélection du projet. Donc, concernant les contacts, donc, il y a mon contact, Laura Sevestre, avec mon adresse mail, mon numéro, mon collègue Julien Simon qui s'occupe également du concours Innov, et enfin notre collègue Franck Bernard qui est là également en support pour toutes vos questions sur le concours. Donc maintenant, je redonne la parole à Delphine. On va passer au programme PSPC. Merci Laura. On va parler maintenant des programmes PSPC. Comme vous avez pu voir, on a commencé par eLab, qui est un concours pour des très jeunes entreprises. On a ensuite continué avec Innov pour des entreprises un petit peu plus matures. Et maintenant, on enchaîne sur le continuum de financement avec des projets PSPC qui sont donc des programmes structurants pour la compétitivité. Il s'agit là de projets collaboratifs de recherche et développement. C'est des projets très structurants et très exigeants. On est là sur des montants qui démarrent à 4 millions d'euros. Là, on est déjà sur des projets quand même assez ambitieux et qui peuvent dépasser les 50 millions d'euros de budget également. Donc, les PSPC ont pour vocation de financer des dépenses de recherche et développement en ayant des retombées économiques très fortes sur le territoire national et sur la filière. Également en termes d'innovation. On attend là des projets innovants avec une innovation de rupture. Plus que pour les autres projets, vraiment, on accentue le fait que ce soit des projets d'innovation de rupture, collaboratifs, qui ont un impact économique et commercial très fort. Et comme vous pouvez voir, on a une enveloppe qui est quand même assez conséquente pour pouvoir financer ces projets. Vous voyez que le relevé des projets se fait au fil de l'eau. Actuellement, on a fermé l'appel à projet numéro 8 il y a 2 jours. Cependant, on attend l'ouverture de l'appel à projet numéro 9, je dirais à peu près d'ici fin janvier. C'est un appel à projet qui marche très bien, qui est donc du coup renouvelé pour la 9e fois. Et donc, vous aurez un calendrier de relève à peu près tous les mois. En ce qui concerne les projets attendus et les modalités de financement, donc comme je le disais tout à l'heure, on est sur des projets dont le budget est compris entre 4 millions et 50 millions, voire plus. La durée à peu près 3-4 ans, mais il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous pouvez présenter des projets
des projets moins longs comme des projets un peu plus longs. Cela dépend forcément du secteur d'activité. Ça ne va pas être la même chose entre de l'industrie ou de la santé et de l'agriculture. Voilà, donc ce qui compte quand même, c'est que l'aide soit incitative pour les porteurs du projet. Je reviendrai dessus juste après dans la slide suivante. On est donc du coup aussi sur des dépenses éligibles, comme le disait Laura, vous voyez que ça ressemble un petit peu au concours d'innovation, mais de façon différente. On est financé sur du PIA, à la différence du concours ELAB, qui est lui un concours du ministère de la Recherche. Là, on est sur des appels à projets qui sont financés dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Et donc, dans le cadre du PIA, on a à peu près les mêmes critères, on est sur la même philosophie de projet. Donc, financer des projets de recherche et développement avec des dépenses éligibles de type le salaire de personnel, de la sous-traitance, mais dans une limite raisonnable. On a aussi de la contribution aux amortissements quand vous avez besoin d'investir dans une machine pour votre projet, mais on prendra seulement les amortissements sur la durée du projet. Les frais de mission sont compris dans les frais généraux et ils sont forfaitaires. Ils sont plafonnés à 20% des coûts salariaux. Et dans les autres coûts, vous avez tout ce qui est achat consommable, etc. Donc vraiment, on est restreint sur des dépenses de recherche et développement pur et dur. En termes de taux d'aide, vous voyez les taux d'aide maximum. Donc pour les petites entreprises, on peut aller jusqu'à 60%, les moyennes entreprises jusqu'à 50% et les ETI et grandes entreprises jusqu'à 40%. En général, les taux moyens, c'est 50, 40 et 30, mais vous pouvez aller jusqu'à 60, 50 et 40 selon des critères d'appréciation, comme par exemple la labellisation du projet par un pôle de compétitivité, le caractère très collaboratif, la contribution au caractère éco-conditionnel. Donc là, c'est l'analyse de votre impact environnemental avec votre projet. Donc tous ces critères sont appréciés pour pouvoir évaluer et faire évoluer le taux d'aide. Mais en tout cas, ça ne peut pas dépasser les 60, 50 et 40. En ce qui concerne les laboratoires d'entreprise, là, on est sur des taux classiques, soit 100% des coûts additionnels, soit 40% des coûts complets. Donc, comme j'en ai parlé juste avant, on attend aussi des projets qu'ils aient une contribution au caractère éco-conditionnel, et qu'ils aient un impact qu'ils soient assez impliqués dans la démarche de développement durable. Les projets collaboratifs, donc quand on regarde la composition du consortium, comprennent donc au moins 2 entreprises et un académique, un laboratoire de recherche. Et dans ces 2 entreprises, il faut que la part, qu'il y ait au moins 20% du budget global du projet qui soit porté par des PME ou ETI. La part des labos ne doit pas dépasser en revanche 30% des aides. Et en ce qui concerne la forme de l'aide, on est sur un mélange entre subvention et avance récupérable. Alors là, la différence du concours d'innovation, on n'est pas sur du forfaitaire, mais on est vraiment sur une analyse très fine des dépenses pendant l'instruction approfondie. Et donc, la subvention sera appliquée sur les dépenses de recherche industrielle, donc qui sont plus amont, et l'avance récupérable sur les dépenses de développement expérimental qui sont plus proches du marché et donc de ce fait un peu moins risquées. Vous voyez le partage de risques et de succès du projet. En gros, s'il y a un échec complet du projet, parce que c'est ce qui peut arriver dans un projet d'innovation de rupture, on est vraiment on est amont, on a une vision, il peut y avoir des aléas pendant la durée du projet. Si c'est un échec, il y a un abandon de créance et donc aucun remboursement. Aucun remboursement si c'est un échec complet. En revanche, les échecs sont calculés. On va quand même vérifier à la fin du projet s'il y a des parties du projet qui peuvent être valorisées. Et en l'occurrence, s'il y a des parties qui sont valorisables, à ce moment-là, on va calculer quand même le montant de remboursement. Mais quand vous ne pouvez pas du tout valoriser votre projet, il n'y a pas de remboursement. En revanche, de façon à contrario, si vous avez un franc succès commercial de votre projet,
on demande un intéressement, un retour à l'État, du coup, qui est compris entre 75% et 125% de l'aide perçue. C'est un partage, c'est-à-dire que l'État prend le risque, si votre projet est en échec, l'État prend le risque d'abandonner ses créances et du coup de perdre le montant qu'elle a investi. Mais à contrario, si votre projet a très très bien réussi, l'État demande un intéressement qui permettra de pouvoir financer d'autres projets d'innovation. En ce qui concerne les critères de sélection, cela ressemble à peu près aux critères dont Laura a parlé tout à l'heure sur le concours Innov. Donc, on va regarder le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet. Dans les PSPC, on attend vraiment à ce qu'il y ait à avoir des projets d'innovation, de rupture, qu'il y ait un risque technologique qui soit pris et également un risque de marché. On va regarder la maturité, on n'attend pas que ce soit des projets qui soient trop amont, parce qu'ils n'auront pas vocation à être financés dans le PSPC, il faudra plutôt regarder du côté de l'ANR à ce moment-là. On attend quand même des projets qui aient des premières preuves de concept qui aient été faites et qui puissent du coup aller d'un TRL à peu près 3, 4 jusqu'à 7, 8, je dirais. On va regarder aussi la capacité du consortium à porter le projet. Donc là, on parle de capacité opérationnelle, mais également financière. Pour le coup, on attend, il y a une condition financière lorsqu'on met une aide sur une entreprise, une condition de fonds propres pour 1 euro d'aide apportée. Il faut que l'entreprise puisse présenter 1 euro de fonds propres. Bon, après, c'est en cumulé sur toute la durée du projet. Donc, on regarde plutôt à la fin du projet, il faut que l'entreprise ait du coup la totalité de l'aide qui lui a été versée. On va regarder l'éco-conditionnalité du projet. Donc là, c'est plusieurs critères de type émissions de gaz à effet de serre, la consommation de l'eau ou de l'électricité, tous ces critères-là. On demande, lorsque vous déposez votre projet, d'avoir une petite analyse de l'éco-conditionnalité de votre projet. Vous faites un travail d'analyse sur votre impact environnemental, en gros. Il faut avoir un effet diffusant au sein de la filière. C'est pour ça qu'on met un accent très fort sur les projets qui sont soutenus par les CSF. Les CSF, c'est des comités stratégiques de filière qui se sont mis en place il y a quelques années et il y a des contrats de filière du coup qui ont découlé de ces CSF qui présentent des axes stratégiques pour la filière. Quand vous avez un projet qui relève d'une filière, vous pouvez vous tourner vers cette filière pour demander si votre projet répond aux axes stratégiques. Et à ce moment-là, les projets, en tout cas, qui ont un soutien d'un CSF sont regardés en priorité. Mais, à contrario, les projets qui n'ont pas de soutien CSF pour X ou X raisons, par exemple parce que le président du CSF est le concurrent direct du porteur de projet ou ce genre de raisons, ou bien parce que le projet ne relève pas d'un CSF tout simplement. Tous ces projets seront, encore une fois, éligibles au PSPC, seront quand même regardés, bien sûr. On va regarder aussi l'impact économique du projet, la qualité du modèle économique et des retombées économiques aussi du projet. C'est-à-dire que vous allez demander une aide, il faut qu'elle soit en conséquence, il faut qu'elle soit en cohérence avec les retombées économiques qui seront issues du projet. Et généralement, on attend à ce qu'il y ait du chiffre d'affaires qui soit généré à une horizon 5 ans après la fin du projet. Et en optionnel, bien sûr, la labellisation par un pôle de compétitivité qui peut vous apporter un bonus sur votre taux et une crédibilité également à votre projet grâce à leur mission d'accompagnement de projet et qui peuvent vous aider voilà, à déposer un projet PSPC. En ce qui concerne le dossier de candidature, à l'inverse des autres appels à projets, le PSPC a une particularité, c'est qu'il est fait en 2 fois. Il y a une première étape qui est l'audition. Je vais vous présenter le processus de sélection juste après. On a une première étape qui est celle de l'audition. Et pour l'audition,
on ne demande pas de dossier complet. Donc, vous n'avez pas besoin de fournir tous les documents administratifs type CABIS, liasse fiscale, un énorme document Word sur la présentation du projet. On ne vous demande pas ça à ce stade. On demande, en revanche, une présentation du projet au format PowerPoint. Il s'agira de le présenter en audition à l'oral devant les jurys. Et c'est un exercice qui est quand même assez difficile parce que vous avez 25 minutes pour convaincre le jury, juste avec un document PPT. Donc, il faut pour cela pouvoir bien choisir les informations que vous voulez mettre en avant et arriver à convaincre en très peu de temps. Et ensuite, quand vous êtes présélectionné, on vous demande à ce moment-là de déposer un dossier complet, donc avec votre présentation de votre projet au format texte, la présentation du consortium. Vous allez remplir une base de données budgétaire au format Excel. Donc là, vous allez remplir toutes les dépenses que vous allez présenter. Et on vous demande voilà tous les documents administratifs, CABIS, un draft de l'accord de consortium et que vous allez déposer du coup toujours sur notre plateforme extranet des projets collaboratifs. En ce qui concerne le processus de sélection, il dure un petit peu plus longtemps que les autres appels à projets et ce pour une raison, c'est que c'est des projets qui sont très complexes, qui sont regardés au cas par cas et qui sont vraiment travaillés en finesse sur l'assiette des dépenses. Donc vous voyez la première partie, c'est le montage de projet. En général, avant l'audition, on conseille toujours au consortia de prendre contact avec nous pour être mis en relation avec un instructeur qui va accompagner les porteurs à monter le projet. Monter le projet, ça veut dire que les porteurs vont quand même déjà présenter le projet qu'ils ont et l'instructeur de chez BPI France va aider les porteurs à améliorer la présentation PowerPoint, à challenger par exemple aussi sur des données, par exemple sur des retombées économiques ou alors sur les marchés. Voilà, il peut se passer un petit moment de montage avec l'instructeur et cette phase, je vous la conseille vraiment si vous souhaitez déposer un PSPC parce que plus le travail est fait en collaboration avec BPI France et plus le projet a de chances d'être retenu après l'audition. Généralement, voilà, c'est une étape qui est assez difficile et donc on le sent, le jury le sent quand le projet a été travaillé et rentre bien dans les attendus du cahier des charges. Donc, vous êtes en montage, vous déposez votre projet sur la plateforme à chaque date de relève que vous trouverez dans le prochain cahier des charges et vous êtes invité en audition. Vous présentez donc du coup votre projet PSPC en audition devant la DGE, les ministères, le SGPI, BPI France, des personnalités qualifiées qui peuvent être invitées à votre projet. L'audition se passe et ensuite vous êtes notifié si votre projet est présélectionné ou non. Si votre projet n'est pas présélectionné, vous recevez un mail, mais qui est toujours motivé. Vous pouvez nous appeler derrière pour avoir des explications, mais généralement, les courriers sont toujours motivés et il y a des raisons pour le refus. Dans le cas plus favorable, qui est du coup la présélection, on peut vous demander de compléter votre dossier de remarques et de compléments qui ont été vus en audition. On vous laisse 2 mois pour constituer votre dossier complet et à l'issue des 2 mois, vous déposez du coup votre dossier et l'instruction approfondie peut commencer. Cette instruction approfondie dure environ 3 mois, pendant laquelle il va y avoir des expertises externes, une expertise de BPI France, une réunion de questions-réponses qui est organisée pour échanger avec les experts, le consortium et BPI France. Et à l'issue de cette instruction approfondie, le projet est présenté, la proposition de sélection du projet est présentée au COPIL. Donc là, on parle de proposition d'aide également. C'est à ce moment-là qu'on propose au COPIL votre aide, les modalités de retour. Et lorsque le COPIL a donné un avis favorable pour sélectionner votre projet, cet avis est présenté au secrétariat général pour l'investissement qui va décider de votre projet. Et à la fin de ce processus, vous recevez normalement une notification du SGPI, une décision
une décision du Premier ministre de financement de votre projet. À partir de la réception de cette décision, vous avez 3 mois pour contractualiser. Vous avez 3 mois pour contractualiser. Il faut fournir quand même, pensez bien qu'il faut fournir un accord de consortium signé pour pouvoir contractualiser et ensuite débloquer l'avance à notification. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et après, vous avez encore quelques mois pour débloquer l'avance à notification. J'en ai terminé pour le PSPC. Vous avez nos contacts sur cette page. Donc, Delphine Mur, moi-même et ma collègue Julie Baudet en backup sur le PSPC. Je vais repasser la parole à ma collègue Laura qui terminera sur le programme ATF. Donc, le programme ATF, Plateforme d'accélération vers l'industrie du futur, est un programme qui est inclus dans l'action plus globale ATF, donc accompagnement et transformation des filières, qui est une action qui a vocation à renforcer la compétitivité des filières stratégiques françaises par l'innovation. Donc c'est un programme qui est assez particulier car il y a vraiment un caractère filière qui se retrouve dans le programme. Donc le programme en lui-même, il a pour objectif de venir aider des plateformes qui seront là pour soutenir le développement des PME et ETI dans l'acquisition des méthodes et outils de l'industrie du futur. Donc c'est assez particulier. Donc le but, c'est de soutenir des plateformes déjà existantes qui pourront présenter aux entreprises les technologies et les méthodes de l'industrie du futur, qui pourront les accompagner dans la réalisation de tests et d'essais, et qui pourront les accompagner dans l'implémentation des technologies de l'industrie du futur avec, par exemple, l'appui d'un intégrateur. Donc cet appel à projet, il a été lancé en novembre 2019 et il court jusqu'en janvier 2021 avec plusieurs relèves. On le verra un peu plus tard. Donc les projets qui sont attendus, c'est des projets et monopartenaires. Donc à la différence du dernier programme PSPC, c'est des projets monopartenaires, donc avec des plateformes qui sont déjà existantes, donc qui disposent déjà de l'infrastructure et des ressources humaines. C'est des projets qui doivent durer de 1 à 5 ans en phase d'amorçage et qui ont une assiette de dépenses supérieure à 1 million d'euros. Les projets, le programme ATF vient financer des dépenses de fonctionnement, donc par exemple des dépenses de salaire de personnel et des dépenses également d'investissement, donc machines, équipements, même les brevets et les licences. Concernant les modalités de financement, on est sur une répartition qui est généralement paritaire entre de la subvention et de l'avance récupérable. Donc, le programme peut venir financer jusqu'à 50% des dépenses éligibles. Et après, dans les modalités, donc on sera sur 50% de subvention et 50% d'avance récupérable. Il y a une particularité assez notable pour le programme, c'est qu'on demande un soutien avéré de la région. Donc, on demande que la région soutienne financièrement le projet, donc qu'il soit déjà que l'aide soit déjà soit déjà en cours ou qu'il y ait une lettre d'intention, ça peut suffire également. Donc, concernant le remboursement, on est sur un remboursement à 100% de l'avance récupérable, sans intéressement, donc ce qui peut être intéressant pour le projet. Donc j'ai pas de slide critères. Donc concernant les critères, donc comme je l'ai dit précédemment, on attend des plateformes qui sont déjà existantes, fonctionnelles, donc qui disposent déjà de l'infrastructure et de l'équipe. On attend également une pertinence par rapport aux technologies développées. Donc là, comme on est sur la thématique industrie du futur, vous pouvez vous reporter au référentiel de l'AIF, donc l'Alliance Industrie du Futur, qui va répertorier toutes les technologies qui font partie de la catégorie Industrie du Futur.
Et on demande également à ce que la plateforme soit cohérente avec, ou du moins l'offre proposée par la plateforme soit cohérente avec les attentes des entreprises du territoire. Donc ça veut dire que la plateforme doit avoir sondé les entreprises locales sur leurs attentes par rapport à leur transition vers l'industrie du futur. Donc ensuite, sur le processus de sélection, on est sur quelque chose de plus simple que le PSPC. Donc il y a une phase de montage qui peut être réalisée à l'instar du PSPC en amont avec BPI France et qui est d'ailleurs conseillée puisqu'on est sur des projets qui sont assez particuliers puisqu'ils doivent intégrer plusieurs acteurs de la filière, par exemple dans la gouvernance. Donc ça, c'est assez particulier. Et BPI France est là pour vous accompagner dans le montage de votre dossier, dans la compréhension plus fine des attentes du cahier des charges. Donc ensuite, on a un dépôt du dossier sur l'extranet, au même titre que les autres appels à projets, qui peut être fait en fonction des différentes relèves qui sont inscrites en bas à droite de votre écran dans l'encart calendrier des relèves. Donc là, au moment du dépôt du dossier, votre dossier il doit être complet. Donc, à la différence du PSPC, on vous demande vraiment tous les éléments du dossier pour pouvoir évaluer votre projet. Donc ensuite, il y a une phase d'audition qui est réalisée chez BPI France et à l'issue de cette audition, le projet rentre ou non en instruction pendant 3 mois. Et ensuite, à la fin de cette instruction, le jury décide ou non de poursuivre le financement du projet et donc de le sélectionner. Donc il faut savoir que bien souvent, après une audition, il est possible qu'il y ait une phase d'ajournement. En fait, on peut demander aux porteurs de projet de revenir sur certains éléments de leur candidature et de repasser une seconde audition plus tard. Mais le processus plus habituel, c'est vraiment audition, ensuite instruction pendant 3 mois, sélection et donc ensuite contractualisation. Donc comme avec le PSPC, c'est une contractualisation directe avec BPI France qui doit se faire dans les 3 mois à la suite de la sélection. Donc vous pouvez noter les différentes relèves du programme. Donc la première relève est passée, était le 6 janvier dernier. La suivante sera le 16 mars. Et donc tout au long de l'année 2020, on a des relèves de dossiers qui sont faites. Donc vous avez vraiment la possibilité de déposer votre projet tout au long de l'année. Et donc le programme court jusqu'en janvier 2021. Et donc enfin sur la partie contact, donc c'est moi-même, Laura Sevès, qui a repris récemment le programme, et Julie Baudet, donc, qui est également en backup sur ce programme. Donc on a terminé avec la présentation des 4 programmes, donc Concours ILAB, Concours Innov, PSPC et ATF, plateforme d'accélération de l'industrie du futur. Donc je vais repasser la main à Virginie. Voilà. Merci. Très bien. Merci pour votre présentation. Donc je vais commencer par vous poser les questions que nous avons reçues qui concernent le concours ILAB. Est-ce que vous auriez des chiffres concernant le pourcentage de réussite? Alors, là, sous la main, je vous avoue que j'ai pas de chiffre sur le pourcentage de réussite. Ce que je peux dire, c'est que, en effet, c'est un concours qui est assez exigeant parce qu'on a beaucoup de dossiers qui sont déposés. Donc, comme il est très connu, il a beaucoup de succès, il y a beaucoup de dossiers. Donc, forcément, le taux de réussite ne doit pas être, il doit être assez exigeant. Mais si votre projet est très bon, il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas. Très bien. Est-ce que vous pourriez revenir? Pardon? Je voulais juste terminer. Je pense que vous pouvez trouver sûrement des statistiques sur Internet, dans les communiqués de presse ou ce genre de choses. Ok. Est-ce que vous pourriez revenir sur la définition de PME, s'il vous plaît? En tout cas, sur la distinction que vous allez faire entre une petite entreprise et une moyenne entreprise.
Donc, en fait, la définition de la PME, elle doit se comprendre au sens européen. Ouais, la définition de la PME, elle est au sens européen du terme. Donc, du coup, vous avez, c'est selon l'effectif de l'entreprise et le chiffre d'affaires également. Donc là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous pouvez le trouver ça sur Internet. Je renverrai le lien vers la définition aux participants Exactement. En tout cas, il tout est à l'heure. public. On part en fait sur la définition européenne, concrètement. Très bien. Vous avez évoqué donc tout à l'heure l'intéressement de 50% dans le cadre du concours Innov toujours. Est-ce que vous pourriez préciser si cet intéressement se base sur l'avance ou sur la subvention totale? Normalement, l'intéressement, il se base sur l'aide en totalité. Donc, subvention plus avance récupérable. D'accord. Et est-ce qu'il y a des critères de fonds propres pour se positionner sur le concours Innov? Oui. Oui, il y a des critères de fonds propres également. Donc, on est sur la même logique que PSPC, c'est 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres. Et Très ça bien. au cumul. Donc, c'est pas forcément dès le début du projet, ça peut être en fait sur toute la durée du projet. C'est dès qu'on verse, dès qu'il y a un versement d'1 euro d'aide, il doit y avoir l'équivalent en fonds propres. Pour vous donner un exemple, on verse en première tranche 200 000 euros. Ensuite, on verse une seconde tranche de 200 000 euros. Il faut qu'à la première tranche, l'entreprise justifie de 200 000 euros de fonds propres. Et à la deuxième tranche, il faut qu'elle justifie de 400 000 euros de fonds propres jusqu'à arriver à la fin du projet et avoir l'équivalent en fonds propres au moment du versement de la totalité de l'aide qui lui a été versée jusqu'alors. Très bien. Est-ce que vous pourriez rappeler les thématiques du concours Innov, s'il vous plaît? Alors, les thématiques qui sont actuellement en cours de définition au sein du comité de pilotage pour la vague numéro 5 sont les suivantes. Donc, c'est numérique deep tech, santé, situation d'urgence, alimentation pour la santé, French Fab. French Fab, c'est toute l'amélioration des processus de production ou même sur les matériaux innovants et cybersécurité. Donc là, c'est les grandes lignes des thématiques. Le cahier des charges, il sera publié le 7 février avec les fiches thématiques pour BPI France et pour l'autre opérateur, l'ADEME. Et donc là, sur ces fiches thématiques, vous pourrez avoir plus de précisions sur ce qui est attendu dans les projets, en fait. D'accord. Lorsqu'une entreprise s'est positionnée sur le concours Innov en vague 4 sans succès, cette entreprise peut-elle déposer son dossier à nouveau en vague 5 et est-ce qu'elle a la possibilité d'avoir une évaluation de ce dossier quand il n'a pas été retenu? Alors, oui, l'entreprise qui a postulé sur la vague 4 peut tout à fait me contacter directement avec mon adresse mail, enfin mon adresse pro laura.sevestre@bpifrance.fr ou contacter l'adresse concourinnovation@bpifrance.fr pour avoir plus de justifications concernant la non-sélection de son projet. Elle a tout à fait la possibilité de candidater à la vague suivante. Après, ce qui est intéressant, c'est quand même de prendre en compte les remarques qui ont été faites lors du jury de la vague précédente. Parce que si on est sur un projet qui a été jugé pas assez innovant au regard des autres projets ou tout simplement au regard des attentes du jury et même du cahier des charges, eh bien, il faut peut-être retravailler d'abord le projet pour ensuite aboutir à quelque chose qui répondra mieux aux différentes attentes. Parfois ça peut être un problème ça peut être juste le fait de s'améliorer sur la présentation du projet, de l'entreprise, apporter plus d'arguments. Et parfois, on a de vrais sujets de fond, donc il faut vraiment se poser la question pour pas retenter pour rien, entre guillemets. Mais l'entreprise a tout à fait le droit de repostuler. Hein.
Merci. Est-ce qu'un accompagnement par un pôle de compétitivité est un plus dans le cadre de ce concours? Oui, tout à fait. Alors Oui. déjà, ça apporte un certain bonus au dossier de candidature. Mais après, là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais les projets qui ne sont pas labellisés ont autant de chances aussi de remporter le concours. En fait, c'est bien aussi d'avoir l'accompagnement par le pôle pour tout ce qui est structuration du projet et retour d'expérience aussi pour savoir si on rentre bien dans les cases du concours. Merci. Je vous propose de passer, là j'ai eu pas mal de questions sur le PSPC. Tac, 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 tac. Voilà, par rapport au... non, je vais pas, ça c'est... Ça, on a déjà dit, pardon. Oui, est-ce que vous pourriez rappeler la différence entre le PSPC là, que vous venez de présenter et le PSPC région? Alors, le PSPC classique, comme je viens de présenter, il est au niveau national. Le financeur est l'État uniquement. Le PSPC région, qui a donc clôturé début septembre, c'est le même type de projet. Donc, c'est des projets collaboratifs qui sont attendus, qui sont financés par l'État et les régions. Donc, si vous vous souvenez du FUI à l'époque, c'est en gros l'ex-FUI qui est revenu dans l'enveloppe PSPC. Et c'est des projets, le PSPC région, ce sont des projets qui sont compris entre 1 et 4 millions d'euros, quand le PSPC commence à 4 millions d'euros et dépasse les 50 millions d'euros. Donc, en gros, on est sur deux cibles différentes. C'est des projets collaboratifs, mais il y a d'une part des petits projets collaboratifs, compris donc entre 1 et 4 millions d'euros, qui sont cofinancés par l'État et les régions. Et ensuite, les PSPC à partir de 4 millions d'euros qui sont, eux, financés seulement par l'État. Merci. Combien de projets PSPC sont financés, sont attendus pour cette nouvelle vague? Alors, les projets, alors on fonctionne pas comme dans un concours. On n'est vraiment pas du tout dans une logique concours. On a beaucoup moins de projets, mais on a, disons que c'est des projets qu'on accompagne plus dans le qualitatif. Comme c'est des gros projets, on a à peu près, je dirais par an, une trentaine d'auditions. Mais sachant que c'est au fil de l'eau, c'est pas très représentatif parce que on lance un appel à projet, on a un calendrier et voilà, ça se suit. Généralement, on n'est pas, il n'y a pas non plus énormément de projets. On en sélectionne, on en met en place à peu près entre 10 et 15 par an. Mais comme c'est des projets qui sont quand même assez coûteux, ça s'explique par là. Très bien. Est-ce Il qu'il y n'y a a pas un... de, si je peux juste rappeler une chose, c'est qu'il n'y a pas de quota. On n'a pas de pilotage budgétaire de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe qui est négociée sur plusieurs années, donc on n'a pas de limite à ce niveau-là. Et on n'a pas de quota non plus par an. Donc, si vous avez un projet PSPC, n'hésitez surtout pas à nous en parler, à me contacter. Je vous mettrai en relation avec un instructeur et voilà, vous pouvez le déposer. Pour l'instant, il y a vraiment pas de limite. Très bien. Et est-ce qu'on peut parler de taux de rejet sur ces dossiers présentés ou... Alors en taux de rejet, sachant que c'est plutôt sur la première étape que ça se passe. Donc c'est-à-dire sur l'étape de l'audition, avant que vous ayez à constituer un dossier complet. On va dire qu'on présélectionne les 2 tiers. Il y a entre la moitié et les 2 tiers. Il n'y a pas non plus énormément de rejets pour la raison qui est que les projets sont accompagnés en amont de l'audition par les instructeurs et quand on le dit tout de suite, si le projet ne rentre pas dans le cahier des charges, en gros, on prévient tout de suite l'entreprise et elle n'a pas besoin de travailler pour rien. Ou alors on retravaille, mais comme les projets sont montés avant l'audition, normalement les instructeurs ont fait en sorte que le projet rentre dans les critères du cahier des charges et que ça puisse passer le stade de l'audition. Très bien.
Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples d'analyse d'éco-conditionnalité qui sont souhaitées pour les projets PSPC? Oui, oui, bien sûr, on va vous en donner. Généralement, les critères sont dans les cahiers des charges. Là, de tête, je peux vous dire émissions de gaz à effet de serre. Ça va être, je les ai pas tous en tête, mais en gros, on en a à peu près 8 dans les cahiers des charges. En tout cas sur PSPC, ils sont explicitement rédigés. Ça peut être aussi la consommation de l'eau, par exemple. Ça va être la consommation d'énergie, notamment dans le domaine du numérique, par exemple. On nous avait posé cette question-là. Quand vous avez des serveurs qui travaillent très fort, il faut analyser quel est l'impact sur la consommation énergétique. Quand vous êtes dans l'agriculture, la consommation de l'eau, par exemple, est-ce que votre projet va moins consommer d'eau? Ou par exemple, en santé, la bioproduction permet voilà, de diminuer tout ce qui est consommable pour les études cliniques. Voilà, là, je les ai sous les yeux, donc on en a quelques-uns. Efficacité énergétique, pollution de l'air, réduction des déchets, impact sur la biodiversité, l'analyse de cycle de vie du produit. Ça, c'est très important, ça revient assez souvent. La responsabilité sociétale, la production d'énergie renouvelable, etc. Merci. Est-ce qu'un accompagnement par un cabinet de conseil, par exemple, quel que soit le projet, enfin, en tout cas le concours sur lequel sera présenté le dossier, est-ce que ça peut faire la différence pour être éligible? Alors généralement, je vous avoue qu'on ne juge pas sur ce critère-là. En revanche, quand les entreprises n'ont pas beaucoup de temps ou pas beaucoup de moyens à placer, qu'elles peuvent placer sur le montage du dossier, ça peut peut-être valoir le coup quand même d'avoir un cabinet de conseil. Le cabinet de conseil, lui, va être vraiment complètement sur le montage du dossier, qui peut être parfois assez long. C'est de l'investissement pour les entreprises, c'est du temps, c'est des coûts, mais quand vous choisissez un bon cabinet, ça peut aider. Mais en tout cas, ce n'est pas un critère de jugement du projet. Très bien. Je vous propose de parler d'e-Lab désormais. J'ai vu d'autres questions concernant le PSPC et Innov. Je transmettrai les différentes questions aux intervenantes. J'ai reçu vraiment beaucoup de questions et voilà, j'en pose je fais une petite sélection. Je me permets la sélection pour essayer de traiter un minimum tous les projets qui ont été présentés. Donc concernant e-Lab, voilà, la clôture des concours. Bonjour et bonne année. La clôture des concours Innov que j'ai pu voir se situait en octobre. Là, on parle du 12 mai. Avez-vous prévu de faire 2 sessions dans l'année? Et cette même question est posée pour les projets e-Lab. Alors moi, je vais répondre rapidement pour e-Lab. e-Lab, il est généralement lancé une fois par an, en décembre, et il clôture en février. Et je crois que l'année dernière, on a fait pareil, donc l'année prochaine, on fera pareil, à mon avis. Et vous parliez de concours Innov, c'est ça? Ouverture Oui. février, clôture. Ouais, la question a été posée pour Innov et e-Lab. Ouais, d'accord. Alors, pour Innov, en effet, souvent, il y a deux vagues par an. Donc, la prochaine, alors on n'a pas encore de visibilité, on ne sait pas encore exactement, mais généralement, donc la première s'ouvre en février et se clôture en mai, et la seconde ouvre en juillet et clôture en octobre. C'est à peu près la période. Très bien. Est-ce que vous auriez des exemples attends, ça va être le sujet ATF qui va venir après. Dans le programme e-Lab, à quoi correspondent les frais connexes? Les frais connexes. Alors, où est-ce qu'on en a parlé? Les frais connexes.
Alors, les frais connexes, si c'est par exemple toutes les dépenses de coordination de projet, frais de fonctionnement et toutes ces choses-là, c'est forfaitaire généralement à 20% des frais salariaux. Je ne sais pas si la personne avait en tête cette définition pour les frais connexes. C'était pas précisé, j'imagine. Enfin voilà, Je la pense que ça doit être participante ça pourra repréciser les choses. Oui, pour tout ce qui est par exemple communication de salon, frais de salon, ce genre de choses, tout ça c'est forfaitaire et c'est plafonné à 20% des coûts salariaux. D'accord. Et est-ce que vous pourriez préciser les critères et le mode d'évaluation du critère degré de rupture? Allô? Allô? Est-ce que vous entendez? Allô, allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ah, Oui, Delphine, vous m'entendez? oui, vous nous entendez? Oui, moi je vous entends. Et vous, est-ce que vous Désolée. m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Je crois qu'on a été coupé un petit peu, notre connexion audio a été coupée. D'accord, très bien. Bon. Alors, je vous propose de poursuivre là, pendant encore 5 minutes les questions. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, les questions qui n'auront pas été traitées, je vous les adresserai pour qu'on puisse répondre à chacun. On va faire comme ça. J'avais une question tout à l'heure sur ATF. Est-ce que vous pourriez donner des projets, des exemples de projets qui ont été financés par la BPI sur ce sujet? Delphine, est-ce que vous m'entendez? Delphine, est-ce que vous m'entendez? Delphine? Bon, écoutez, ce que je vous propose, chers participants, visiblement on a des petits soucis de son. Donc, toutes les questions qui n'ont pas été traitées, je vais les envoyer donc aux intervenantes pour qu'on puisse vous répondre. Vous recevrez les slides de la présentation. Vous recevrez également le lien vers le replay de ce webinaire. Je m'excuse pour les petits soucis techniques de cette fin de webinaire. Allô, Virginie? Tout s'est bien passé pour vous. Et puis, à très bientôt. Et surtout, je remercie vivement les intervenantes de BPI France pour ce webinaire. Très bonne journée à vous. Au revoir.